Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien si je parle sans micro? Oui. Tout d'abord, merci de votre présence ce soir pour un sujet qui me tient à cœur. D'abord, l'île de la Réunion, anciennement l'île Bourbon, et particulièrement ce thème du marronnage qui a façonné le caractère de cette île. Et ma première surprise, en préparant et surtout en annonçant ce thème, a été que le mot marronnage, marron, marronne, n'était pas connu par tout le monde. Donc, tout d'abord, on va essayer de définir un petit peu ce que désigne ce mot marronnage. Donc, le mot marronnage peut s'écrire avec un ou deux R, un ou deux N. Donc, je ne rentrerai pas dans la question que je ne maîtrise pas. Et ne soyez pas surpris si vous voyez plusieurs écritures de ce mot. Pour essayer de comprendre un peu ce terme, cette notion, on va trouver une définition courante assez admise communément qui va être l'esclave en fuite, l'esclave qui s'est évadé, l'esclave qui s'est émancipé de sa plantation, et même à La Réunion, à l'île Bourbon, on parlerait peut-être plus d'habitation. Une ordonnance de 1819 précise un peu, dans le cadre légal, législatif, une distinction entre les petits marrons, qui désignent comme les esclaves qui auront été absents entre 3 jours et moins d'un mois. En dessous de 3 jours, les maîtres se débrouillent. Et le grand marron, qui est celui qui s'est absenté depuis plus d'un mois, c'est-à-dire qu'il est déjà dans une dynamique de vie au-delà de la survie. Et c'est ce grand marronnage spécialement qui va nous intéresser et inquiéter en fait la société coloniale de qui émanent ces ordonnances. À partir de ces définitions, de ces ordonnances, on reste avec un regard esclavagiste. On reste du côté de la définition de la société coloniale qui est fondée sur l'esclavage et ne peut tenir que sur ce système. Donc le marron, dans ce cadre-là, exprime un terme juridique dans un cadre esclavagiste. Peut-être que nous-mêmes, nous pouvons nous affranchir de ce regard et essayer de penser le marron et le marronnage dans des termes un peu plus positifs. Et l'étymologie du mot va ou peut aller dans ce sens. L'étymologie traditionnelle viendrait du terme cimarron, qui aurait été adopté par les Espagnols dans leur conquête de la Caraïbe. Et par contraction de cimarron, on trouve marron, maroon en anglais, qui désigne cet animal domestique qui s'est échappé de l'enclos pour retourner vivre à l'état sauvage, en général dans les hauteurs, dans les cimes. Et ce qui est intéressant, c'est que l'origine même du mot cimarron viendrait de cimara, qui désigne une broussaille. Et tout de suite, un animal qui se cache derrière des broussailles, qui se protège, qui trouve refuge derrière des broussailles, va évoquer une notion pour nous, on va dire en France métropolitaine, beaucoup plus connexe avec celle du maquisard et nous met dans un contexte tout de suite de résistance qui nous est peut-être psychologiquement plus familier. Donc, le marron, la marronne, est quelqu'un qui résiste à cette oppression de l'esclavage pour son identité et sa dignité humaine. Une autre étymologie, alors qui n'a rien à voir, mais qui est assez originale, serait même plus ancienne que ce terme cimarron, et viendrait de terme alpin. Le marron alpin désignerait le guide et le défricheur des montagnes. Laquelle de ces étymologies faut-il privilégier? Je n'en sais rien, et les deux me conviennent très bien, surtout que le marron qui vient découvrir les hauts, les montagnes, rentre parfaitement dans la vocation qu'ont exercé
toute cette population marronne par qui les hauts de l'île de la Réunion ont été découverts et habités. L'identité du marron, donc le grand marron, n'est pas un esclave en fuite. Pourquoi je précise ça? Parce qu'à partir du moment où il a fui l'esclavage, c'est qu'il n'est plus esclave. Donc déjà, en parler d'un esclave en fuite, c'est rester dans ce regard un peu être prisonnier du regard esclavagiste. C'est une personne humaine qui a rompu avec l'esclavage. C'est une personne qui a décidé d'aller chercher sa liberté par lui-même et non pas d'attendre un affranchissement qui vienne de l'extérieur. Donc le marronnage n'est pas un chapitre de l'histoire de l'esclavage. C'est peut-être plutôt un chapitre de l'histoire de la liberté humaine qui se passe dans un contexte, dans le cadre historique de l'esclavage. Et c'est là que ce thème rejoint notre thème global de l'année sur la résilience et que ce marronnage peut être une expression de la résilience humaine. Et pourquoi le choisir de le traiter sur l'île Bourbon, la Réunion? Tout simplement parce que personnellement, il n'y a que là que je peux en parler. Au-delà de ça, l'histoire de Bourbon fait partie de l'histoire française. Et la littérature française traite depuis le XIXe siècle de ce thème du marronnage. Je vous ai mis la couverture de cet ouvrage, Louis Timagène Watt, qui est un créole, libre de couleur, comme on disait à l'époque, et la condition parfois indélicate de le vivre, qui écrit et publie à Paris ce premier ouvrage de la littérature, ce premier roman de la littérature bourbonnaise, intitulé Les Marrons. On peut citer le poète Auguste Lacaussade, l'un comme l'autre seront en fait les deux premiers à parler des marrons et du marronnage en termes positifs, à les présenter comme des héros. Le reste de la littérature est plutôt un peu à charge des marrons, servant les idéologies de la colonie. Également sur l'île Bourbon, qui a 360 ans environ de présence d'une société, d'une civilisation humaine, la moitié de ce temps a été structurée, bâtie sur l'esclavage, et donc les résistances à cet esclavage les formes de résistance se retrouvent un peu partout, par le suicide, le refus des naissances, les révoltes, les expressions artistiques. Mais la plus éloquente des résistances est probablement le marronnage, qui va s'étendre de l'arrivée des premiers humains en 1663 jusqu'au 20 décembre 1848 par le décret d'abolition de l'esclavage qui, en faisant tomber la notion d'esclave, fait tomber du même coup la notion de marron. Même si la notion, l'idée, persiste jusqu'à aujourd'hui, au moins dans la culture réunionnaise. Donc, vu l'ampleur de la durée, le phénomène du marronnage s'établit durablement dans une société qui a tout intérêt à ne pas se faire connaître, à rester dans l'ombre, à rester la plus discrète possible, mais qui va manifester les ressources humaines de personnes qui ont été déshumanisées par le fait même de l'esclavage. Et le marronnage intervient dès les origines du peuplement de Bourbon. En 1663, arrive un bateau occupé par 12 personnes, 2 Français, 3 femmes malgaches et 3 hommes malgaches. Probablement esclaves. Alors on joue parfois sur les mots, esclaves, serviteurs, domestiques. Bref. Les malgaches manquent d'assassiner les 2 Français et du coup partent se réfugier et vivre dans la forêt, dans les hauts. Ils partent en marronnage. On est à l'époque où ces îles commencent à intéresser, puisque le roi de France
délègue, donc confie les pleins pouvoirs à une société marchande qu'on appelle la Compagnie française des Indes orientales. Donc on confie un développement territorial à une entreprise. Le marché régulera tout. 2 ans après l'arrivée des premiers Français, 1665, s'installe un premier gouverneur et tous les services, toutes les personnes qui viendront s'installer sur l'île. Donc on est dans une optique claire et affirmée de coloniser fortement ou doucement l'île, mais d'installer une vie durable. Et le premier gouverneur promet l'impunité à ceux qui reviendront de ces 10 malgaches, dont on a quand même la trace. Alors les 3 femmes reviendront, on a beaucoup de documents sur elles. Les 7 hommes, on a quelques traces, paraît-il, mais très très peu. Et ils n'intéresseront pas plus que ça l'administration. De ces femmes va naître, quelques années après, Anne Mousse, considérée comme la grand-mère de tous les Réunionnais, étant la première femme créole. Créole signifiant née dans l'île. Qu'arrive-t-il alors des hommes? Eh bien, selon toute vraisemblance, le plus probable est qu'ils soient restés vivre dans les bois, restés vivre en marronnage. Donc, Anchin et Eva seraient sûrement les fondateurs, ou leur histoire servirait de mythe fondateur à toute la dynamique de marronnage. Anchin aurait fait partie de ce premier groupe, il serait le premier grand roi marron, fondateur du royaume de l'intérieur avec sa femme Eva. Eva, qui a quitté son maître, voulant non seulement fuir ses mauvais traitements, mais également se rapprocher du ciel et de Dieu. Ils sont à l'origine d'une grande dynastie, ayant eu 8 filles qui seront les femmes, les épouses des grands chefs, des premiers grands chefs marrons. Ils s'établissent sur ce magnifique piéton d'Anchin, permettant d'accueillir, de coordonner, de préparer les différents groupes marrons qui suivront. Et l'histoire se termine pas forcément bien, puisque lors d'une chasse aux marrons, Eva trébuche, chute de son piéton, est pris dans le précipice, et Anchin, dans son élan d'amour, se jette dans le vide pour la rejoindre et continue à régner et à la chercher dans le ciel réunionnais, en se transformant dans ce magnifique rapace qu'on nomme le papang. Vous voyez bien que cette histoire, qui se termine peut-être de manière un peu mythique, eh ben sert, ou plutôt est à la croisée de tous les chemins, j'ai envie de dire historiques, de toutes les sources historiques que nous pouvons avoir sur le marronnage, dont la première source est l'oralité. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas Netflix? Eh ben, on se raconte des histoires. Qu'est-ce qui se passe quand un marron est capturé? Il raconte sa vie aux autres esclaves. Qu'est-ce qui se passe quand les fils coloniaux entendent tout ça? Ils colportent ces histoires et même parfois ils les écrivent, ils les mettent par écrit en nouvelles ou en romans. Donc l'oralité, et même l'oralité personnelle, reste une source principale de connaissance de ces marrons et du royaume de l'intérieur. Également, tous les documents administratifs qui abondent et qui ont servi de base très solide pour déterminer la vie des marrons, à travers les rapports assez précis de certains détachements de chasseurs de marrons. Les rapports étaient toujours obligatoires, à travers les procès des marrons capturés, à travers les inventaires et le recensement du bureau de marronnage. Donc déjà, si on produit tous ces documents administratifs, c'est bien en miroir le signe qu'il y a une véritable vie marronne
qui se déploie dans l'île. La littérature, comme j'en parlais initialement, sera produite majoritairement au XIXe siècle et sera produite par les fils, par ceux qui constituent la base coloniale. Donc, elle est plutôt vecteur d'idéologie contre le marronnage, mais elle témoigne bel et bien de ce phénomène. Alors, à quel moment est-ce que les marrons ont-ils la parole? À quel moment peut-on avoir un témoignage un peu fiable qui rende compte de la vie marronne? Même les procès de marrons, où ils ont droit à la parole, sont en quelque sorte biaisés, tout simplement parce que le marron capturé sait qu'il est condamné. Donc il va plutôt chercher à sauver sa mise et à protéger les siens en donnant un minimum d'informations malgré les tortures qu'il peut subir. Eh bien, c'est finalement les noms présents dans l'île, la toponymie, et même peut-être les noms de personnes, l'anthroponymie, qui va être source de cette vie, qui va être le reflet et le témoignage de la vie des marrons, qui va permettre de confirmer l'existence de ce grand royaume marron de l'Italie. L'histoire d'Anchin et Eva reprend également les principales raisons de partir et de se faire marron. La première, on n'a pas de mal à le croire, et c'est celle qui est le plus facilement véhiculée, ce sont les conditions de vie de l'esclave. Conditions de travail, les mauvais traitements, les humiliations sans cesse du maître, les accusations parfois de crimes infondés, la malnutrition, le contrôle des relations sociales. On n'a pas forcément accès à ses amis, et notamment la relation sociale qui est peut-être la plus fondamentale, celle d'Anchin, de l'histoire d'Anchin et d'Eva, c'est la relation amoureuse. Le projet amoureux et matrimonial est presque impossible dans la condition d'esclave, de par, d'une part, un déficit énorme de femmes par rapport au nombre d'hommes, également par volonté des maîtres qui s'opposent au mariage. Enfin, la spiritualité, la matrice culturelle et cultuelle des populations esclavisées va peut-être finalement être un vecteur majeur pour se faire marron. Et donc je vous propose d'approfondir ce point. Tous ces points sont finalement des expressions de l'humanité et constituent donc cette réaction de résilience face à un esclavage qui nie l'humanité de la personne. Le marronnage comme projet spirituel. Pourquoi je vous remets en zoom cette carte? Pour vous remontrer le bassin, et surtout le bassin d'approvisionnement, entre guillemets, des esclaves. La plupart des marchandises arrivant à Bourbon, le temps de développer son habitation, viennent de Madagascar. La grande île, qui ne porte pas encore le nom, l'île Dauphine, comme disent les Français. Et parmi ces marchandises, on va trouver du riz, de la gomme, des bœufs, des cabris, et, c'est horrible de parler comme ça, mais la marchandise servie, l'esclave, qui est apporté comme marchandise. Donc les esclaves vont constituer la première base majoritaire, les Malgaches, vont constituer la base majoritaire du peuplement servile. Et donc marron. On trouve d'autres origines, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, la côte est-africaine, donc des esclaves mozambicains, et très vite, le ventre donnant le rang, eh bien, vont arriver des esclaves créoles. Le traumatisme fondamental, dans le cadre malgache, également est-africain,
va être la perte des ancêtres, la perte de ce lien à l'ancêtre qui est le connecteur spirituel, j'ai envie de dire. D'où la peur de la traversée en mer, la peur de mourir loin du tombeau ancestral, de mourir sans descendance qui pourra assurer les rites d'ancestralisation qui permet à l'âme de rejoindre le rang des ancêtres et donc de continuer à vivre de manière spirituelle. La nécessité donc pour un malgache d'évoluer dans un monde sacralisé par l'ombias, le prêtre, sorcier, guérisseur, on peut trouver toutes formes d'équivalence, mais par celui qui va rentrer en négociation avec les éléments spirituels qui le précèdent. Il arrive dans un nouveau territoire, il doit le spiritualiser, le sacraliser pour pouvoir y vivre et donc faire les rites d'ancestralisation et les rites funéraires. La ressource, le projet du marronnage rentre dans cette nécessité de reconstruire une descendance qui conduira le deuil et les rites ancestraux. Et donc dans le projet du marronnage, il y a cette dynamique éminemment spirituelle. Également un petit mot sur les éléments culturels malgaches. Madagascar connaît la traite arabo-musulmane depuis le 8e siècle. Et comme partout, qui dit traite et esclavage va conduire au marronnage, surtout quand on connaît l'ampleur, la grandeur d'un pays comme Madagascar. Également, les 17e, 18e siècles, la grande période de l'esclavage à La Réunion et la grande période où se développe la population bourbonnaise, les sociétés malgaches s'organisent sur des modèles de royauté. Donc, peut-être qu'en termes de nombre, l'esprit français dira ce n'est qu'une petite chefferie. En tout cas, on a affaire à une unité d'organisation autour d'un roi. Et les marrons, majoritairement d'origine malgache, vont reproduire le modèle qu'ils connaissent, le modèle de société qu'ils connaissent à Bourbon, en recréant une unité spatiale, une unité sociale, une unité militaire, une unité spirituelle autour du roi et de la reine, d'un lieutenant et d'un capitaine. Le père Jean Barassin, qui a beaucoup écrit sur l'histoire de Bourbon, dit que la société marronne est à la fois un État, un royaume et une république. Le royaume de l'intérieur, le royaume marron, s'unifie, s'équilibre, se structure en fonction et à cause de la géographie de l'île. La société coloniale se développe sur le littoral, donc la partie verte, dirons-nous, essentiellement l'ouest et le nord. Elle ne connaît pas les hauts, au-delà de 600-700 mètres. Là-haut, l'île est restée sauvage ou vierge de toute action humaine. Et encore aujourd'hui, beaucoup de biodiversité a pu être préservée en raison du relief escarpé de l'île. Les marrons vont peupler cet intérieur. Je vous propose les cours d'eau. Sur cette carte, vous voyez la direction vers lesquelles tous mènent plus ou moins, vers l'intérieur de l'île, vers les hauts, vers là où tout simplement les volcans sont sortis de l'océan. Les ravines, les rivières vont être les portes d'entrée, les corridors pour venir peupler l'île. Et encore aujourd'hui, le développement des quartiers se fait selon les cours d'eau. Ce sont toujours des voies d'échange, de communication privilégiées et évidemment des ressources vitales de par l'eau, de par la pêche, qui ne laissent
pas de traces. Vous avez en haut cette magnifique cascade blanche, encore sur la commune de Saint-André dans l'Est, et vous imaginez bien que l'itinéraire est tout tracé. Cette réalité du cours d'eau, de la ravine qui façonne ou qui accueille le marronnage, aura même permis de développer ce qu'on appelle un marronnage blanc, les Kivis, donc des colons qui ont décidé de fuir la société coloniale, de s'établir au milieu des ravines, au milieu protégé, mais dans les ravines, pour fuir cette société qui ne leur convient pas, et serviront même très souvent d'intermédiaires entre les grands marrons des hauts et la société coloniale des bas. Toujours sur la géographie, par rapport à ce dessin, ce tracé des remparts, ces murailles naturelles qui sont plus ou moins franchissables, qui vont dessiner le relief, qui vont dessiner les contours et l'évolution du royaume marron de l'intérieur, par ces cirques, comme on voit celui de Sillaos, par ces pitons, par ces remparts. Les marrons s'organisent autour de ces trois grands cirques et vont spiritualiser tous les éléments qui les entourent. En exemple, le cirque de Salazie est l'espace de connaissance, de la décision, de la sagesse. Mafat ou Mafak, c'est toujours le prêtre, l'Ombias, qui spiritualise ces lieux. Il va définir ce cirque comme le lieu du recueillement, de la prière et du silence. Et Sillaos, qui vient du malgache, signifiant le lieu qu'on ne quitte pas, eh bien c'est le lieu où il faut mourir. Et toute cette organisation, cette sacralisation, toute cette géographie va finalement s'écrire dans la toponymie de l'île, qui permet de transmettre de génération en génération aux marrons, à ceux qui partent en marronnage, de transmettre toute cette carte physique, morale et spirituelle. Donc, cette carte reprend des lieux dont on est sûr qu'il y a eu une activité marronne, des lieux de vie marronne, et on va retrouver à travers les noms de l'île tout ce qui est lié à la vie quotidienne. Par exemple, on a un lieu qui s'appelle Anguille. Je pense que vous comprenez facilement qu'on va trouver des belles anguilles, surtout qu'il y avait à l'époque des grosses anguilles qui ont disparu, qui devaient être très très bonnes. Un lieu qu'on appelle grillade, c'est qu'on va trouver un bois qui brûle sans émettre de fumée, toujours dans un souci de discrétion. Donc on va transmettre toute cette science, toute cette connaissance sur le camp, le village, comment se nourrir, comment se soigner. On va donner des formes géométriques pour se repérer, pour s'orienter. On va donner les codes de l'organisation militaire. Où sont les cachettes, les pièges, où sont les lieux d'observation, où sont les dangers. Évidemment, les lieux sanctuarisés, tout ce qui est esprit, l'eau, la lumière et évidemment la mort. Donc, pour pouvoir faire ces rites et pour pouvoir évoluer dans un contexte sacralisé. Et parmi cette sacralisation des ancêtres, eh bien, on va retrouver les grands chefs marrons et même les grands groupes qui ont pu occuper, des groupes ethniques ou des groupes de marrons qui ont pu occuper cette zone. Et va se rajouter, à travers tous ces noms, les noms qui sont donnés non pas par les marrons, mais qui sont donnés à cause des marrons, c'est-à-dire par leurs chasseurs. La chasse aux marrons, ces chasses à l'homme qui sont organisées, vont en fait être le moyen pour la société coloniale de petit à petit connaître les hauts, cartographier, connaître la végétation, connaître le relief, connaître le climat.
Donc, à travers tous ces noms, émerge une profonde organisation sociale qui se transmet de génération en génération sur le long terme. On a trouvé des villages qui ont été détruits et 40 ans après, une nouvelle population marronne est venue s'installer exactement au même endroit. Ceux d'autres chasseurs les ont redétruits derrière. C'est bien signe qu'on transmet toute cette connaissance de génération en génération sur un très long terme. Et voilà donc, à travers la multitude de ces noms, l'authentique témoignage des marrons eux-mêmes. Ce qu'ils ont voulu transmettre, ce qu'ils ont voulu exprimer, et qui constitue un profond patrimoine, non pas seulement pour les marrons, mais pour toute la Réunion et ceux qui s'y intéressent, et n'importe qui va faire une randonnée. L'organisation de la vie quotidienne marronne. D'abord, elle s'organise en village et pas seulement en petites îlettes familiales. On a retrouvé des villages de plus de 200 habitants où les chasseurs ont dénombré 60 boucans, c'est-à-dire 60 habitations. Une habitation peut être père, mère et enfant. On est sur des habitations finalement très pérennes, en petites huttes de pieux recouverts de feuilles, en rondins et torchis ou en poutres et caries. Donc il faut déjà une certaine technicité et une certaine vision à long terme pour bâtir de telles constructions. Ce n'est pas dans une vie nomade qu'on peut établir, qu'on va se prendre le temps de ce genre de construction. Les villages sont entourés de palissades, parfois de remblais de pierres sèches pour jeter sur les assaillants. Ils sont situés sur des lieux en hauteur pour pouvoir voir qui arrive, et très souvent entourés ou autour, à l'approche, des pièges de pieux camouflés. Certains ne sont accessibles que par corde, comme l'îlette à corde, tout simplement. On trouve très peu d'élevage, mais on trouve la présence des chiens qui sont là pour donner l'alerte et défendre. J'ai mis volontairement cette photo du roman, cette gravure du roman de Les Marrons, de Louis-Imagène Watt, parce qu'elle véhicule cette idée qui est souvent transportée également dans les films sur le marronnage, que l'esclave est poursuivi par les chiens, alors qu'on voit, au moins à Bourbon, que les chiens sont clairement du côté des marrons et occasionnent de lourdes blessures sur les chasseurs. Moi qui aime beaucoup les chiens, rétablissons la vérité pour les chiens. Merci. On trouve tout autour du village des cultures vivrières, essentiellement de maïs, de pommes de terre, de songes, d'haricots. Donc des cultures qui peuvent mettre du temps à pousser. Les outils sont toujours cachés hors du village, de manière à ce qu'il y ait le village détruit, on puisse revenir récupérer les outils. Tout ça va se compléter de chasse, de pêche, de cueillette et même de chasse saisonnière de ce magnifique petit oiseau endémique qui va indiquer, là encore, qu'on est dans un cycle, dans un mode de production, d'alimentation qui se répète d'année en année. La population marronne a pu atteindre entre 2400 et 4500 habitants. Alors je sais, c'est une fourchette très large, mais j'ai trouvé les deux, donc je ne sais pas qui faut-il suivre, mais ça vous donne un ordre de grandeur de la population non cumulée, à un pic donné et dans des sociétés en contact. Donc l'organisation, alors un mot, c'est quand même que, bien qu'on soit en village et sur le long terme, on vit avec une pression constante de l'attaque des chasseurs de marrons. L'organisation de cette vie nécessite une fine connaissance du milieu,
nécessite de se placer à long terme, nécessite de transmettre ses connaissances et d'être non pas dans une survie, mais bien dans une vie qui va donner naissance aux créoles des bois, c'est-à-dire ceux qui sont nés en marronnage et qui n'ont toujours connu que le marronnage. Donc, quand la société coloniale en capture un, à qui il appartient? Qui est son maître? À qui on doit le rendre? Ça va être une question de la colonie. Par la pression constante des chasseurs, de la chasse, de la traque, le royaume s'organise militairement autour d'un roi, une reine, qui est souvent elle-même guerrière et participe au combat. Ils sont assistés du capitaine, du lieutenant, des guerriers et de jeunes coureurs des bois. L'assemblée désigne un grand roi, qu'on appelle parfois un empereur parmi eux, qui révèle cette organisation et cette unité militaire. Ils vont constituer des places fortes, les lieux d'observation, avec pour première vocation de défendre, de protéger la population marronne, et qui ira souvent même à se livrer en bataille pour protéger la population. C'est le cas du grand roi La Verdure, qui était intouchable jusque-là, qui finalement accepte de se livrer. Et une fois que le chasseur de marrons a eu le grand roi La Verdure, il n'est pas nécessairement encore en forme, ni obligé d'aller chercher tout le village derrière. Malgré tout, il mène en répression, il mène des opérations très préparées, finement préparées, de razzia sur le littoral, d'une part pour la terreur, d'autre part pour se fournir en matériel, en nourriture, et parfois venir libérer des esclaves. Certains esclaves ont été libérés avant même d'être achetés par des maîtres. Entre le bateau et l'encan, l'enchère des esclaves, certains ont été libérés. Ils mènent ces razzias, mais surtout, ils peuvent mener une véritable guerre économique par le sabotage. Nous sommes dans une société coloniale dirigée par des marchands, par une entreprise, dont le but est le profit. L'esclavage n'a de raison d'être que pour le profit. Donc les marrons s'attaquent à la racine en visant à mettre à mal l'économie de l'île, en sabotant une usine, en mettant le feu à une plantation ou en détruisant du matériel. Ils sont rarement plus armés que de petites lances, de saguets. Donc vous imaginez bien que le combat corps à corps ou le combat frontal face à des chasseurs munis de fusils va être disproportionné. Donc, obligatoirement, on va user de stratégie. Je vous donne un peu ce premier empereur plutôt mozambicain, Baal, qu'on va retrouver accompagné de 550 guerriers et d'une meute de 30 molosses. Donc une meute de 30 chiens et 500 guerriers, il faut déjà une certaine organisation pour gérer tout ça en amont et pendant la bataille. Une organisation qui se fait en réseau. D'abord les ravines, les crêtes, les serrés vont être tous les points de ralliement de cette société. Des systèmes de communication sont mis en place par signaux de feu, de manière on va dire assez traditionnelle. Et les grands rois se rencontrent pour les décisions sur ce piton au cœur du cirque de Mafate. On a trouvé des réseaux d'exfiltration depuis l'île de France, l'île de France étant aujourd'hui l'île Maurice, donc des marrons de Maurice qui sont venus par canot retrouver l'intérieur de l'île de Bourbon. On a retrouvé des embarcations à 1200 mètres d'altitude, on estime qu'elles peuvent contenir une vingtaine de personnes, destinées à quoi? À reprendre la mer et la haute mer de 800 km pour regagner Madagascar.
Que fait la colonie, la société coloniale d'Eba face au marronnage? Eh bien, elle cherche à l'éradiquer. Le marronnage représente une menace vitale pour la société coloniale, pour l'économie de l'île. Donc, il va y avoir sans cesse des lois, des décrets qui ont pour but l'éradication du marronnage, de par les sanctions, d'une part, qui se limiteront à 3 fuites. Et les sanctions se veulent exemplaires, c'est-à-dire qu'on démontre ce qui arrive aux marrons, donc aux esclaves, s'ils fuient. Donc une pression est mise sur les esclaves dans leur liberté, pour limiter leur liberté de mouvement, et la pression mentale pour ne pas partir en marronnage. Également, l'idéologie littéraire contre les marrons va probablement dans ce but. Mais surtout, les lois vont chercher à organiser la chasse aux marrons. Les détachements, comment s'organisent les détachements de marrons, les recrutements, et surtout, ce qui en fera un business juteux et un moteur d'ascension sociale, ce sont les primes. Et ces détachements de marrons, on va en dire plus peut-être après, mais doivent toujours comporter des jeunes créoles de la colonie. Pourquoi? Pour les préparer, les faire au bois, les préparer à la chasse aux marrons. Ça veut dire que la colonie envisage la lutte contre le marronnage sur un très long terme et finalement n'arrivera jamais à l'éradiquer. Comment se comporte l'Église face au marronnage? Déjà, il faut attendre quelques temps pour que la société des missionnaires de Saint-Vincent-de-Paul, les Lazaristes, arrive que la Compagnie des Indes autorise et les fasse venir. Dans un premier temps, ça va être l'échec complet à leurs yeux. Dans un premier temps, par le décalage et l'opposition claire qu'ils vont avoir avec les colons. Mais de par leur rang, de par leur puissance intellectuelle, les Lazaristes vont être représentés de droit au Conseil suprême de la colonie. Et ils vont se faire exclure de ce Conseil suprême en 1723, donc même pas 10 ans après leur arrivée, parce qu'on ne peut pas les renvoyer de l'île. Et le motif pour lequel on les exclut du Conseil colonial, c'est qu'ils refusent de payer leur participation, donc un impôt des frais de recherche aux marrons. Ils refusent de payer, disent-ils, une entreprise qui est vouée à faire couler le sang et à ne produire que de la souffrance. Plus tard, une quarantaine d'années après, le coutumier des prêtres missionnaires va préciser que le prêtre, sur sa paroisse, doit exercer les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle envers les marrons, sous-entendu les marrons capturés dans les blocs. Donc ils doivent les écouter, veiller à ce qu'ils aient les soins nécessaires, l'alimentation, la nutrition, etc. Et le prêtre doit être à l'écoute et se faire le porte-parole et l'intermédiaire du marron avec le reste de la société coloniale. Enfin, et je terminerai là-dessus, les arcs-boutants, les femmes marronnes, Eva, Rarian, Marianne, Sarlav, Simangalov, Adziré. Certains de ces noms sont présents sur les sommets de l'île, dans la géographie de l'île. Et comme souvent, l'histoire, qu'elle soit coloniale ou marronne, eh bien, la femme n'est pas forcément très mise en avant dans la narration de ces histoires. Et pourtant, ces femmes marronnes sont probablement la clé de voûte qui permet cette grande épopée humaine du marronnage. Clé de voûte, d'abord pour passer de l'esclavage au marronnage. Ce sont souvent les femmes qui cachent, qui préparent et qui permettent la fuite en marronnage.
Clé de voûte pour pouvoir rester en marronnage, pour pouvoir établir toutes ces connaissances, toute cette transmission de croyances, tout ce qui permet la vie quotidienne, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, en marronnage. Et enfin, c'est plus une hypothèse que je propose, mais que je défends, clé de voûte dans le temps entre ce parfum de liberté que peut constituer le marronnage et nous, aujourd'hui, et peut-être qu'en chacun de nous, nous pouvons trouver une personne libre, une partie de maître, une partie d'esclave, et pourquoi pas une partie marronne, que la femme marronne peut nous aider à faire naître, afin de toujours aller chercher plus loin la liberté qui est en nous, dont nous avons besoin, et qui est constitutive de notre dignité humaine. Si les grands marrons sont un exemple de résilience par leur quête de liberté, par l'expression de leur humanité, il est impensable de considérer ce mouvement sans la relation à leurs femmes, à leurs épouses, et sans l'action propre de ces femmes. Donc si nous restons, à partir de ce témoignage des femmes marronnes, de leur importance, si nous restons sur notre thème de la résilience, peut-être que nous pouvons songer que le ressort humain que constitue la résilience ne se forge que dans un feu amoureux. Je vous remercie de votre attention.